Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux dans mon ventre sentir le sang, la vie dedans. Je veux un enfant. Bonjour à tous. Une Française sur 3 aurait déjà avorté au moins une fois dans sa vie. Selon l'INED, l'Institut national d'études démographiques, on comptait en 2015 26,7 avortements pour 100 naissances vivantes. À la base de ce phénomène, une loi promulguée en 1975, la loi Veil, autorisant l'interruption volontaire de grossesse. Mais cette loi reste encore aujourd'hui très contestée, comme en témoigne la manifestation pro-vie dans laquelle je me trouve aujourd'hui et qui, depuis 2005, rassemble chaque année de plus en plus de monde. Qui sont ces manifestants? Quels sont leurs arguments? Sont-ils tous de gros fachos ou des catho-intégristes? La situation est-elle aussi manichéenne que voudraient nous le faire croire les médias dominants? C'est ce que nous allons savoir maintenant. Tu enlèves cette caméra. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? Vous faites pas peur. On est tous humains. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? de la télé du paquet ici. On ne veut pas des fachos ici, tout simplement. Bonjour mademoiselle. Oui. Dites-moi pourquoi vous êtes là? Je suis là pour manifester pour les bébés. D'accord. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Chaque année, il y a 300 000 embryons qui se font tuer dans le ventre de leur mère. Et faut tenir compte de tout ça parce que moi, j'ai vu plein de vidéos sur Internet où on voit en direct les avortements. Et je trouve que c'est une chose horrible parce que les bébés, ils sont déjà formés et c'est des humains comme nous. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis ici pour marcher pour la vie. D'accord. La vie, c'est-à-dire Alors, que... c'est très vague quand même. Hein. je veux dire, la vie, c'est-à-dire c'est protéger l'enfant qui n'a rien demandé mais qui est là. D'accord. Et c'est aussi pouvoir proposer à des femmes qui sont enceintes et pour qui la grossesse n'est pas désirée d'autres alternatives que l'avortement. Qui serait une structure d'accueil publique qui n'existe pas, pour leur proposer d'aller jusqu'au bout d'une démarche d'une grossesse et voir à ce que l'enfant soit adopté, mais qu'il puisse vivre. J'ai moi-même pu adopter parce qu'il y a une maman qui a fait ce cadeau de la vie. Merci beaucoup. Merci à vous. Comment ça va alors? Pourquoi vous êtes ici, bande de fachos? Les fachos sont là pour manifester pour la vie, pour cette espèce de culture de mort qui fait qu'aujourd'hui une femme qui est enceinte est traitée comme quelqu'un de malade, comme si elle avait une tumeur, et que voilà, on veut pouvoir accueillir la vie et faire en sorte que ces femmes puissent s'en sortir, même si elles sont jeunes. Et justement, si elles sont jeunes, c'est là qu'elles sont les plus fragiles, qu'elles en ont le plus besoin. J'ai discuté avec une personne qui travaille dans un service d'IVG. Et quand je lui dis est-ce qu'on parle d'adoption, non. Voilà, donc il n'y a pas le choix, c'est ça qui est regrettable. Mais vous êtes très jeune, vous avez quel âge? J'ai 16 ans. D'accord. Vous vous sentez concerné par ce problème? Oui, parce qu'on est des femmes et on va peut-être aussi nous donner naissance plus tard. Et c'est pour rendre consciente toutes les futures femmes que si elles éliminent un futur enfant comme ça, c'est pas quelque chose d'anodin. Ah, on manifeste pour la vie. Il y a des personnes qui aimeraient après avoir donné l'autorisation de supprimer des petits bébés dans le ventre de leur maman, voudraient aussi qu'on supprime des personnes âgées, voudraient qu'on supprime des handicapés. On trouve ça un petit peu dommage, un petit peu exagéré. On a bien aboli la peine de mort. Pourquoi on a aboli la peine de mort? Parce qu'on a trouvé que c'était pas juste. On a trouvé que c'était pas juste. Eh bien, c'est pas juste de supprimer une vie, quelle qu'elle soit. J'ai regardé des statistiques et j'ai vu que parmi ces un tiers de femmes qui a avorté, il y en a 10%, je crois, il faudra vérifier les chiffres, qui disent avoir avorté plusieurs fois. Et ça, je trouve que c'est pas l'erreur de sa vie, c'est vraiment devenu un moyen de contraception. Enfin, j'ai un peu l'impression que c'est un peu rentré dans nos mœurs comme quelque chose de normal en fait. On vient marcher pour la vie, défendre la vie. Voilà. C'est-à-dire défendre la vie, ça me paraît quand même être un slogan, un peu. Ok. Alors, on est tout à fait contre le fait qu'on ne considère pas les embryons et les enfants dans le ventre comme des êtres humains. D'accord. Et après, voilà, ça nous tord un peu les tripes qu'aujourd'hui, ce soit tout à fait légal de tuer des enfants dans le ventre de leur mère. Vous voyez, la médecine, elle est faite pour soigner, elle n'est pas faite pour tuer les bébés. Et là, il y a un drame de notre société de voir la médecine qui tue. Bonsoir monseigneur. Bonsoir, oui. Comment allez-vous? Pas mal, je vous remercie, et vous? Écoutez, ça va. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Mais comme vous, je défends la vie de son commencement naturel jusqu'à sa fin naturelle. Oui. Alors la vie, ça commence quand exactement? Pour moi, la vie commence dès le moment de la conception. D'accord. Je crois dans l'animation immédiate. L'Église ne peut pas être seule à parler, tout homme de bonne volonté doit parler dans ce domaine, me semble-t-il, mais l'Église doit donner sa voix, son témoignage.
Sinon, si elle n'a plus rien à dire, que fait-elle? Vous êtes des hommes de foi. Oui, sûrement, il faut espérer. Alors qu'est-ce que la foi a à voir avec ce combat? La foi, c'est d'abord de croire qu'il y a quelque chose qui va survivre dans l'homme. Et l'anthropologie fondamentale, de croire que le bien est vraiment la protection du plus faible, du plus petit. Et donc voilà pourquoi la foi a à voir avec la confiance qu'on a dans l'homme aussi. En l'occurrence, l'embryon fait partie des plus faibles et des plus petits. Voilà. Par la force des choses. Bah oui. Ce qui est pas difficile à comprendre. Vous vivez? Vous êtes vivant? Je suis vivant. Bon. Enfin, je crois l'être. Vous croyez à la vie? On n'est pas sûr, c'est une question Vous très croyez philosophique. à la vie, là, notre ami là, qui filme, il aime la vie. Mais qu'est-ce que la vie? Donc qu'est-ce que la mort? on ne peut que défendre la vie. Bah, la mort, c'est la fin de la vie. Et c'est la fin de la vie. Hein, c'est compliqué comme question. Ah, ça peut être aussi l'ouverture d'autre chose pour certains, hein, mais pour d'autres pas. Voilà. Mais de toute façon, la vie vaut la peine d'être défendue quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Et alors vous, en tant qu'homme d'église, vous vous exprimez donc bien sûr contre l'avortement. Mais je ne m'exprime pas contre l'avortement. Je m'exprime pour qu'on soutienne ceux qui veulent choisir de conserver la vie. Vous voyez, moi je suis contre personne. Alors après, je sais bien que ce que je dis va forcément... C'est dur à recevoir aussi. Je suis pas naïf. Mais moi je suis contre personne. Je suis pour qu'on essaye de protéger au maximum la vie. Et Dieu sait que nous les prêtres, on a souvent connaissance de gens qui ont eu recours à l'avortement, parce qu'il y en a beaucoup. Et on voit quelle souffrance c'est. Et il faut pouvoir le dire aussi. Les femmes regrettent d'avorter en général? Alors écoutez, celles qui viennent me parler, d'accord, je ne suis pas sociologue, je n'ai pas fait des... Non, mais je vais pas vous pipoter. Voilà, mais toutes celles que je vois et qui m'en parlent, évidemment, regrettent. Et il faut pouvoir les accompagner et les aider à surmonter cette épreuve. Moi, je suis là parce que j'aime la vie, je défends la vie et je la défendrai pour les autres aussi. Est-ce que c'est pas un peu de l'ordre du slogan? Parce que tout le monde vous dirait oui, mais tout le monde aime la vie. Mais toi, si tu es en vie, c'est un slogan? Non. C'est une réalité. C'est une réalité. Et voilà. Et du coup, moi, éphémère. Je colle. On va tous mourir. Oui, mais c'est prévu. Tes parents le savaient quand ils t'ont conçu. Oui. Ils savaient que tu allais mourir, donc ils t'ont fait quand même. Voilà. Ils t'ont donné la vie. Mais en fait, je suis ici d'un autre pays. Hein. Oui, vous avez un léger accent, j'ai noté. Attends, je vais vous faire voir quelque chose. Vous êtes prêts? Montrez-moi. Allez, tiens, on va monter ça. Tada! Bravo! Alors, ça va expliquer beaucoup. Alors, regardez bien ça. Tada! Ça explique la situation en Irlande. Parce qu'en Irlande, dans la Constitution, on protège les enfants à naître. D'accord. Et maintenant, il y a une grande... Attends, Vincent, un peu plus haut. Voilà, super. Donc, c'est très simple. Hein. Sauver les vies, sauver l'amendement, le 8e amendement de la Constitution irlandaise. Donc, c'est un amendement de la Constitution irlandaise qui protège la vie dès la conception. Exactement. Ouais. Et moi, je regrette qu'en France, on fait ça. Dans mon pays, on ne fait pas ça. Ah oui? On ne fait pas ça dans votre pays? On ne fait pas ça, on ne tue pas les enfants. On n'avorte pas, on ne crée pas de loi pour avorter les enfants. Moi, ça me fait mal de voir ça et ça me fait pleurer même. Vous avez vécu la promulgation de cette loi de 1975 qui autorisant l'IVG. Comment vous l'avez perçu à l'époque? Perçu comme une trahison de la part de nos gouvernants. Qui ne respectent pas la volonté populaire et qui s'empressent de faire quelque chose en catimini. Alors en plus de ça, ils avaient promis que ça irait pas plus loin, puis ils vont même maintenant assez loin pour interdire de dire que l'IVG est une saloperie. C'est quand même une merveilleuse conception de la liberté. Je dis moi qu'il y a un viol de la nature dans tout ce qu'on prétend nous faire, marchandiser toutes choses, considérer les embryons comme des tissus, ce qui est monstrueux, des tissus dont on fait ce qu'on veut, comme un appendice inutile dans le corps. On compte à peu près depuis la loi de l'avortement à 8 millions. 8 millions le nombre d'enfants morts. Vous vous rendez compte? Ça c'est un véritable crime contre l'humanité. Non mais c'est vrai. Si on parle de crime contre l'humanité à tout va, sauf que vous pas oublier que le vrai génocide, le plus grand génocide qui existe, c'est celui-là. Et en plus c'est un génocide qui est silencieux, c'est-à-dire qu'on ne veut pas le nommer alors qu'il est réel. Et c'est ça qu'il faut rappeler. Et il faut utiliser ces mots parce qu'il y a aussi le combat des mots qui va avec le combat des idées. Et il faut accepter de dire des choses, même si ça choque, même si ça fait trembler le petit bobo parisien qui sort pas de son petit d'appartement. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est ça aussi d'aller à contre-courant. C'est pas de se conformer à la novlangue. Moi, je pense vraiment que les gens qui ont promu ça parce qu'ils veulent qu'on adapte les lois au progrès technologique pour faire le jeu des marchands de gosses et des marchands de cellules sexuelles des hommes et des femmes, ça va vraiment faire un effet boomerang. Ça va pas passer du tout.
Parce qu'ils peuvent faire ça seulement en douce. On ne peut pas faire ça frontalement. Les gens ne peuvent pas l'accepter, c'est pas possible. Et pourquoi on se retrouve dans cette situation à devoir défendre la vie? Ah, une bonne question. Je pense qu'il y a probablement un côté un peu dépressif dans la nouvelle société. Et il manque de joie, il manque de punch, il manque de vitalité, il manque d'espérance. Et c'est peut-être pour ça qu'on sombre justement dans des solutions qui sont des solutions de mort. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un problème, hop, soit on suicide, soit on euthanasie, soit on avorte, soit on utilise des solutions de mort. Or qu'en fait, le principe même de la vie, c'est d'utiliser des solutions de vie. Et puis qui peut décider aussi qu'un enfant qui est dans le ventre d'une maman n'a pas le droit à la vie? Qui? Vous? Moi? Non. J'ai pas ce droit. J'ai pas ce droit. Moi, je ne l'ai pas. Donc je défends sa vie. Merci beaucoup, cher monsieur. J'ai envie de vous prendre dans mes bras. Oh là là. Je ne sais pas pourquoi, qui il est, mais il est sympathique. Vous êtes tous sympathiques. Mais la vie commence à partir de quel moment? Est-ce qu'un spermatozoïde... Est-ce que vous savez ce que c'est une cellule? Une cellule, c'est vivant. Une cellule, c'est vivant. Quand il y a la rencontre des gamètes... La vie commence avec la cellule œuf. Et la cellule œuf est vivante. Donc c'est la vie. Donc c'est un être. Aujourd'hui, en droit français, on estime que la vie commence à partir après le troisième mois. En une fraction de seconde, comme ça, la vie descend, boum. C'est-à-dire que... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr, mais c'est compliqué parce qu'à ce moment-là, où commence la vie? Est-ce qu'un spermatozoïde, comme il y en a des millions qui se perdent dans la nature, sûr, même des milliards chaque seconde, exactement. C'est pas la vie? Non, c'est pas la vie, effectivement. Par contre, quand le spermatozoïde rencontre l'ovule, là c'est la vie. Là c'est la vie, parce que là, tu as l'intégralité du code génétique d'une personne, et elle est unique. L'argument principal de ceux qui sont pour l'avortement, c'est que le corps des femmes leur appartient et que ça relève de la liberté individuelle. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et l'enfant qui est à l'intérieur du corps, qu'est-ce que c'est? C'est le corps de la femme aussi? C'est ça le problème. C'est le corps appartient, mais à partir du moment où elles ont conçu un enfant, elles ont plus seulement un corps, elles ont quelque chose à l'intérieur, qui n'est plus leur corps. C'est mon corps, pas ton choix. C'est ça, ça reprend le slogan mon corps, mon choix des féministes, entre guillemets, qui parlent de leur corps à elles, alors qu'en fin de compte, c'est le corps de l'enfant. Ouais. Donc c'est le corps d'une deuxième personne. Okay. Et donc c'est le corps de l'enfant, pas le choix de la mère. D'accord. Mais est-ce qu'on peut considérer que cet enfant, cette personne, donc ce corps, a une conscience qui lui permettrait d'éventuellement dire justement ce que vous avez écrit sur votre... Une personne handicapée mentale, elle a parfois du mal à avoir conscience d'elle-même. Ouais. Pourtant, ça reste une personne. Donc je pense pas qu'on puisse définir le fait d'être un être vivant, d'être une personne, par rapport à le fait qu'on ait conscience de soi ou non. D'accord. Voilà. Moi je pense que la vie, elle commence à partir de la rencontre entre la gamète mâle et la gamète femelle. Et à partir de ce moment-là, je pense que c'est une personne à part entière, juste moins développée, mais une personne quand même. Et qu'est-ce que vous répondriez à une femme qui vous dirait « Oui, mais c'est mon corps m'appartient et donc c'est mon choix ». C'est ce qui est écrit, c'est le contraire de ce qui est écrit. Oui, c'est son corps, mais la vie est un don. La vie est un don et notre corps ne nous appartient pas, non. Le corps, il appartient, enfin moi je suis croyante, pour moi le corps, la vie appartient à Dieu. Absolument, vous avez raison. Un adulte a le droit de choisir d'avoir un enfant ou pas. Seulement une fois que l'enfant est là, il est là. On le garde ou on trouve des solutions. Et c'est là que ceux qui nous gouvernent devraient aller plus loin. C'est plutôt que de proposer qu'une seule solution de supprimer la vie, c'est de proposer des alternatives. Et des alternatives, il y en a beaucoup. Beaucoup de possibles. Par exemple? Oh, mais je ne suis pas ceux qui gouvernent, mais par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir adopter, mais qui ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas assez d'enfants adoptables en France. Comme les homosexuels, par exemple. Peu importe, aujourd'hui les homosexuels, s'ils peuvent adopter, eh bien oui, pourquoi pas, s'ils peuvent adopter, si la loi leur dit de le faire. C'est autre chose, là vous me provoquez pour savoir si la loi est bonne ou pas bonne. Si la loi dit quelque chose, elle dit quelque chose. Après, si elle est bonne ou pas bonne, c'est une autre affaire. Bonjour mademoiselle. Non, moi j'aimerais juste savoir pourquoi c'est en fait. Nous on n'est pas là pour la manif en fait. Donc, ah bon? Non. Bah alors si vous n'êtes pas là, pourquoi vous voulez savoir pourquoi c'est? Contre-manifester. Ah bah allez, vous êtes où? Moi ça m'intéresse beaucoup. On est là-bas. Mais on n'a pas envie d'être affilié. Voilà. Elle n'a pas envie d'être affiliée. C'est vrai, c'est pas notre truc, désolé. Je vous oblige pas à ce que ce soit votre truc. Alors la contre-manifestation, je cherche la contre-manifestation. Bonjour monsieur, il paraît qu'il y a une contre-manifestation, elle est où? Ah ben je ne sais pas, je ne l'ai pas vu ici en tout cas. Ouais, ils sont pas nombreux en tout cas s'ils sont par là. Non. Bon écoutez. Tout à l'heure il y avait 3 bonnes femmes qui gueulaient là, mais c'était pas une contre-manifestation, c'était 3 bonnes femmes.
Excusez-moi, j'ai pas trouvé la contre-manifestation. Non mais c'est pas un mouvement organisé, c'est nous en tant qu'individus libres, on vient dire ce qu'on pense et qu'on n'est pas d'accord avec ce genre de D'accord. propos en fait. Ok. Vous voulez pas vous exprimer? Non, on a fait ce qu'on avait à faire et Ah, c'est vous avec Mesdemoiselles? on filme, on fait un documentaire aussi parce que... D'accord, ok. Ok. Bonne journée. Moi, je veux bien témoigner dans votre documentaire si vous voulez. Hein. Non mais c'est assez spécifique, c'est gentil. D'accord, ça vous intéresse pas? Mon avis ne vous intéresse pas. Merci beaucoup, au revoir. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas qu'un enfant ne naisse pas plutôt qu'il naisse dans de mauvaises conditions? Absolument, vous avez tout à fait raison, mais à ce moment-là, tous les délinquants d'aujourd'hui aussi, ils sont dans de mauvaises conditions. On va les tuer aussi, tous les délinquants, ceux qui posent des problèmes, ceux qui sont en prison, ils sont dans de mauvaises conditions, on va les tuer. Pourquoi pas? Ben non, justement, non, non et non. La vie vaut d'être vécue et il n'y a pas de raison qu'on supprime la vie d'un et pas d'un autre. Oui, mais attendez, parce qu'une femme qui est enceinte, quand elle a 17-18 ans, c'est compliqué pour ses études. Ensuite, pour le boulot, ce sera plus compliqué. Ses parents vont pas forcément accepter ça parce que c'est dans l'air du temps de pas l'accepter. Qu'est-ce qu'on fait contre tout ça? C'est un rouleau compresseur. Le problème, c'est que effectivement, il y a un problème à ce niveau-là, mais de l'autre côté, c'est tuer, et tuer, c'est pas une option, ça peut jamais l'être. Et les enfants qui sont dans le ventre de leur mère, ce sont des vrais enfants, ce sont pas des tas de cellules, sinon on est tous des tas de cellules à ce niveau-là. Vous faites totalement abstraction des considérations économiques, sociétales. Est-ce que cet enfant va être bien intégré dans la société? Non. Ne vaut-il pas mieux qu'il n'existe pas plutôt qu'il existe dans une société où tout va mal et où il sera peut-être malheureux mais dans ce cas-là... parce qu'il a eu une mère qui n'a pas pu l'assumer? Oui, mais c'est des vraies questions. En fait, non, c'est pas sûr que c'est des vraies questions, mais ça dépend pas que de ça. C'est-à-dire que je pense que le combat pour la vie doit être accompagné d'un combat politique complémentaire. Voilà. Contre le libéralisme, contre le progressisme, contre le socialisme. Je pense que c'est indispensable d'avoir ce combat complémentaire-là. Moi, je l'ai, par exemple. Je suis militant. Ouais. Okay. Bien sûr que nous, humains, on a à savoir comment je vais manger, comment je vais faire pour aller au boulot, comment je vais faire pour travailler, comment je vais faire pour survivre. Et dans les concentrations, vous aviez ces mêmes questions-là. Les gens qui étaient enfermés, privés de liberté, ils étaient là, mais comment je vais faire pour survivre? Mais pourquoi je veux continuer à vivre? Pourquoi? Les gens qui ont survécu dans les camps de concentration, c'est les gens qui ont aimé, qui ont eu envie de vivre parce qu'ils avaient quelqu'un à aimer. Deux, ils ont eu envie de vivre parce qu'ils avaient une religion, c'est-à-dire qu'ils croyaient en Dieu et qu'ils étaient en bonne harmonie avec leur Dieu. La troisième, c'est les gens qui avaient de l'humour, parce que sinon c'est mortel, toi. Si t'es pas de l'humour, la vie est dure. Et quatrièmement, c'est savoir s'émerveiller devant les belles choses. Et quelqu'un qui est en vie comme toi, qui m'interviewe, c'est une belle chose. T'es un être merveilleux, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'avoir un être en face de soi qui t'interviewe et qui a une réponse, il y a une relation entre deux. Et voilà, ça c'est la vie. Et alors si on vous avait dit lors d'une échographie que votre enfant était par exemple trisomique 21, est-ce que vous seriez posé la question? Non, j'aurais gardé mon bébé. D'accord. Mais c'est parce que autour de moi, je connais des enfants qui sont nés handicapés, et je sais qu'ils ont quand même du bonheur à apporter à leur entourage, même si les vies sont pas forcément faciles. Et c'est pas parce que vous avez un bébé qui a l'air de naître parfaitement en bonne santé qu'il n'aura pas de problème plus tard. Moi j'ai un frère trisomique. D'accord. C'est mon cousin. Ouais, c'est son cousin. D'accord. Donc ça ne justifie pas l'avortement? Non. Et il vient souvent d'ailleurs, il avait froid, mais il vient souvent et non, c'est un enfant mon petit frère a été adopté justement. Et parce que sa maman n'avait pas pu s'en occuper et je pense que c'est l'être le plus vivant qui soit sur Terre, quoi, et qui nous donne tous les jours la preuve que la vie vaut la peine d'être vécue, quoi. Moi j'ai ma petite fille là, qui a 2 ans et demi, on lui a détecté une maladie il n'y a pas très longtemps. Elle a de la chance parce qu'elle s'en sort bien et que ça va bien. Mais on est tous on peut tous être confrontés un jour à ça. Et vous n'allez pas dire à votre enfant, finalement aujourd'hui t'es pas bien, t'es malade, je t'abandonne, je te garde pas. Non, ce choix-là il peut se faire aussi avant la naissance. Vous comprenez? Et dans le cas d'un viol par exemple, autre question en général, c'est les arguments qu'ils utilisent. C'est vrai. Est-ce à l'enfant de subir le crime d'un homme? On avorte un enfant qui n'est pas responsable du viol. Il sera l'enfant du violeur. Peut-être que ça crée un trouble dans l'esprit de la femme. Sûrement, très sûrement. On n'a pas à faire punir un enfant d'un crime qui n'est pas le sien. De plus, on ne juge jamais une femme qui avorte. On juge l'acte qui est extrêmement mauvais. Une femme qui avorte souvent est contrainte à tout plein de situations qui font qu'elle n'a pas forcément ce choix. En revanche, l'enfant d'un viol, c'est terrible, c'est sûr, c'est terrible. Mais l'enfant d'un viol, pour moi, est un enfant, est vivant, est un être humain, au même titre que tous les autres.
On adore votre job. Bravo. Merci les gars. Bravo. Génial. Wow. Merci. Tiens, vas-y, montre. Excellent. T'as pas la version avec de la merde dessus là. Ah non. Et voilà. Ouais, c'est la nouvelle. T'as la version censurée. Ah. Et donc, qu'est-ce que vous pensez que cette manifestation peut avoir comme effet ? Ça va pas forcément faire des trucs très concrets pour le gouvernement parce qu'à chaque fois ils en ont rien à faire, mais au moins ça montre que qu'on est là, on est présent et qu'on n'est pas on n'est pas d'accord avec tout ça. Du coup, les gens se disent pas tout le monde est d'accord en France et les gens se rendent compte à quel point il y a des Français qui sont pas d'accord. Et est-ce que vous pensez que cette manifestation a des chances d'aboutir ? Ouais, je pense. Ah ouais Je pense qu'il y a des pays où ça commence à bouger. Hein. Enfin, ça commence à bouger, où on ouvre les yeux, en Pologne, même aux États-Unis, voilà, et commence à se rendre compte que l'être humain n'est pas fait pour s'auto-réguler en tuant ses enfants. Mais oui, je pense. J'espère. Ouais. Sinon, je serais pas là. Mais... Est-ce que vous pensez que vous arriverez à convaincre les Français que c'est un combat fondamental ? J'espère. Oui, j'espère. Et c'est justement, nous, en tant que femmes, on a un rôle prédominant dans ça, c'est que c'est nous qui pouvons changer les choses. Ah, c'est intéressant ça. En quoi ? On peut changer les choses en montrant en réconciliant avec la véritable anthropologie, avec la véritable nature de la femme, c'est d'aller au-delà d'un espèce de clivage complètement biaisé de la vision de la femme et de l'homme. Aujourd'hui, qu'on voit qu'on a tendance à considérer simplement comme un rapport de force qui est biaisé. Et ce qu'il faut, c'est que les femmes renouent avec leur féminité, avec ce qu'elles sont, leur corps, leur spécificité, et qu'elles réassument que la natalité c'est quelque chose de beau, de grand, et que c'est pas du tout un emprisonnement, loin de là. C'est en se réconciliant avec ce qu'on est par nature que finalement on se libère. Voilà, cessez de nous libérer, laissez-nous dans nos foyers, c'est ce qu'on veut. Et c'est ce que beaucoup de femmes veulent. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction justement dans cette manifestation à l'égard des classes sociales qui défendent ces combats-là, qui portent ces combats-là en général ? C'est malheureux, oui, c'est possible, effectivement. C'est vrai que, c'est d'ailleurs aussi ce qu'on essaie de faire passer, c'est que souvent, malheureusement, le combat pour la vie est souvent porté par des classes sociales un peu élevées, un peu supérieures, souvent qui votent à droite, qui votent souvent aussi pour leur portefeuille. Et ça, c'est aussi ce qu'on veut essayer d'éclairer un petit peu les gens dans cette démarche-là, en leur montrant qu'en votant Fillon ou en votant Macron, en fait, on va à l'encontre de cette logique en étant présent, la logique qui est défendue ici, qui est une logique effectivement de défense du plus faible. Moi, quand je vois tous les bourges ici à la manif, la marche pour la vie, pro-vie, etc., mais qui derrière veulent une société complètement sclérosée, une société où les riches détiennent le capital, etc., moi, je pense qu'il y a un problème, il y a une incohérence. D'accord. Voilà. Pire, ceux qui sont ici et qui votent Macron. Alors je sais pas s'il y en a. Ça c'est même pas la peine d'y penser, ça. Je sais pas. Tiens, je vais demander d'ailleurs ça. Bonne question. Voilà. Bon. Bonjour messieurs, dames. Est-ce que vous avez voté Macron pendant les élections ? Non, monsieur. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y en a par ici ? Non, je pense pas. D'accord. Quand même, si honnêtement, statistiquement. On n'est pas à une incohérence près. Peut-être. Statistiquement. Oui, à une incohérence près. C'est ce que j'ai dit à des copines qui ont fait toutes les manifs pour tous et qui votaient Macron. Je dis c'est pas très cohérent. Ouais, effectivement. Ouais. Et est-ce qu'il y a un profil type de la jeune fille qui avorte ? Non, il n'y a pas de profil type. Il n'y a pas de profil type. Quand tu regardes les statistiques, finalement, il y a plein de gens de différentes conditions sociales qui avortent. On ne pourrait pas donner de facteurs clairs, si tu veux. Ouais. C'est pas réservé à telle ou telle partie de la population. D'accord. Ouais. On n'a pas, par exemple, les Françaises de souche qui avortent plus que toutes les Françaises issues de l'immigration. Si tu qui renforcerait la thèse du grand remplacement. Alors, si tu considères que des gens issus de l'immigration assument un mode de pensée qui est plus traditionnel, effectivement, eux ont peut-être moins recours à l'avortement que des, entre guillemets, Françaises de souche, qui, elles, sont beaucoup plus frappées par le libéralisme, par le progressisme. Et le féminisme. Et le féminisme, exactement, mais qui a une facette du progressisme, en fait. Et est-ce que c'est pas aussi une question politique ? C'est-à-dire que rien n'est fait pour que les Français de souche gardent leurs enfants. Je me suis posé la question. J'ai pas de réponse. D'un point de vue démographique, ça participe de cette logique qu'on appelle du grand remplacement. Effectivement, c'est souvent pour beaucoup les blancs occidentalisés de cette société de consommation déracinée qui avortent. Et effectivement, il y a aussi une immigration forte qui arrive. Et donc, d'un point de vue démographique, oui, ça, bien évidemment, les deux phénomènes se croisent. La démographie française est plongeante et qu'on se fait remplacer
remplacé par d'autres types de populations. Donc il faut absolument que nous, les Français blancs européens, nous fassions des enfants pour contrer justement ce remplacement de population, de substitution de peuple en fait. Donc là on a toutes sortes de goodies sur la manifestation Pro-Vie, on va voir ce que c'est. Ah, tiens, c'est marrant ça, j'aime la vie, made in Africa. Intéressant comme concept. Donc là, à l'arrière de la manifestation, apparemment, il y a une association qui fait une prière de rue, on va aller les voir. Regardez, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Maria, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Qui êtes-vous? Ne filmez pas. Merci. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous diraient, d'accord, donc c'est récupéré par des catholiques intégristes, c'est un combat de fascistes, d'extrême droite? Alors écoutez, la question c'est pas de savoir ça, la question c'est de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Après, que mes ennemis, que mes amis soutiennent ce que je dis, moi je suis ravi. Enfin je veux dire, non mais je veux dire, on s'en fout bien de savoir quelle est l'étiquette que vous allez mettre sur quelqu'un. La question c'est est-ce que ce qu'il fait est bien ou est-ce que ce qu'il fait est pas bien? D'aucuns diraient que vous êtes une catho-intégriste, que vous êtes une... Je suis une catho, pas intégriste, non. Je suis une catholique qui aime la vie, qui aime Jésus et qui croit qu'il y a toujours une lumière au bout du chemin. Regardez mon petit bonhomme. Voilà, c'est parce qu'une femme est allée au bout de sa grossesse et à qui je dis merci. Ça va les enfants? Vous avez pas trop froid? Non. Bon, vous êtes contents d'être en vie? Oui. Ok. Ah, il a un beau, regardez comme il a un beau pull. Oh là là, c'est de l'endoctrinement ça, madame. Ouais, on sait. Oui. C'est la manif pour tous. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous diraient que ce que vous êtes en train de dire là, c'est un discours absolument réactionnaire, d'extrême droite, fasciste, nazi peut-être? Ah oui. Nazi? En quoi notre discours est nazi? Négationniste peut-être. Négationniste, bien sûr. On leur dirait qu'il faut sortir de la novlangue, qu'il faut un peu réfléchir, qu'il faut aussi apprendre à réfléchir par soi-même. C'est facile en fait de se réfugier dans des formules toutes faites, fascistes, etc. Mais il y a un moment, il faut affronter le réel tel qu'il est. Et je voudrais préciser, si on traite ces petites jeunes filles de nazis, c'est les nazis qui faisaient de l'eugénisme. Et c'est ça qu'on est en train de faire maintenant, en voulant trier les gosses et ne garder que ceux qui conviennent. Ça, c'est le projet nazi intégral.